Bonjour. Salut, c'est Emmanuel On Sandrine. va vous raconter l'histoire du plus gros complot réel de l'histoire contemporaine. Ouais, on va vous parler du projet Azorian. C'est pas très connu. Si vous cherchez des informations vraiment avec ce mot-clé, vous allez trouver. Mais malgré le fait que ce soit le plus gros complot en termes de budget de l'histoire de l'humanité, en fait, il a quand même passé assez inaperçu. Alors, le projet Azorian, c'est quoi? Comme tu l'as dit, c'est un gros budget. C'est un budget à l'époque plus gros que le budget qui a été utilisé, c'est plus de 2 fois plus gros, c'est le double, un peu plus du double, que le budget qui avait été utilisé pour aller sur la Lune. Et souvenez-vous, à l'époque, le budget pour aller sur la Lune avait été vraiment discuté. Enfin, les Américains n'étaient pas d'accord, ils disaient c'est trop cher. Il a fallu vraiment que ce soit la guerre froide et puis ce concours avec les Russes qui justifie de mettre cet argent-là. Mais là, ça a été plus de 2 fois plus cher et ça a été complètement secret. Ouais. Complètement À l'époque, secret. les Américains ne voulaient pas, évidemment, c'est une crise permanente. Donc les Américains se disent on ne va pas payer des impôts pour aller sur la Lune. Il a fallu qu'on leur dise attendez, si ce n'est pas les Américains qui plantent le drapeau sur la Lune, ça va être les Russes. Et là, ça leur a permis de débloquer les budgets. On parlait de 2,5 milliards pour aller sur la Lune. 2,4. 2,4 milliards pour aller sur la Lune. Là, on parle de 5 milliards de dollars De l'époque. de l'époque. Multiplié par 10 Ouais, par rapport à maintenant. Avec l'érosion monétaire, ça revient à 50 millions d'aujourd'hui. 50 milliards. 50 milliards d'aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup plus gros. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet Azorian? Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, on reprend les dates. C'est un sous-marin soviétique qui s'appelait le K-129. Sous-marin qui portait 3 ogives nucléaires, de quoi vitrifier une grande ville. Le 24 février 1968, donc le sous-marin quitte son port, il se déplace. Début mars, plus aucune nouvelle. Il a disparu, perdu en mer, les soviétiques le cherchent de partout. Il était important puisqu'il avait 3 ogives nucléaires. A priori, il faisait partie un petit peu de la flotte d'élite. Plus de nouvelles, no news, il a disparu. Ouais. Donc les Russes vont chercher ce sous-marin dans lequel il y a quand même des informations importantes. Il y a 3 ogives nucléaires. Le dernier cri. De dernier cri, de la dernière génération russe de l'époque. Et puis il y a tous les systèmes, les codes qui permettent aux sous-marins, en tant qu'unité autonome, de communiquer avec le commandement, avec l'état-major. Donc en gros, de quoi décoder les messages et de quoi les recoder. C'est-à-dire que si les Américains tombaient dessus, ça leur permettrait non seulement de comprendre, de traduire quelque part les messages qui étaient interceptés, puisqu'ils avaient le code de décodage, et ensuite de se faire passer pour une unité autonome, pour un sous-marin russe par exemple, en envoyant des messages, des faux messages. Donc c'était super important pour les Russes de le récupérer et surtout d'empêcher que les Américains tombent dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'époque? C'est que les Américains avaient un gigantesque réseau d'écoute qui s'appelait SOSUS et qui en fait maillait absolument toutes les eaux. Et ça leur a permis de localiser un bruit qui était en fait début mars. Alors, le bruit a été entendu le 8 mars 1968 à 23h59, un bruit caractéristique de coque de sous-marin qui se brise. Ouais. Alors, SOSUS, ça s'écrit SOSUS, donc Sound Surveillance System. C'est un système d'écoute aquatique. C'est vraiment, on va dire, des micros qui sont au fond de la mer, enfin qui sont répartis sur des lignes pour surveiller les bateaux. C'est quadrillé en fait, surveiller les côtes américaines et les mouvements de bateaux et de sous-marins russes. Donc les Russes, ils se retrouvent, ils ont perdu un sous-marin, ils disent, on ne sait pas où il était à peu près là la dernière fois qu'ils nous ont envoyé un message. Les Américains, ils entendent un POC au fond de la mer. Par triangulation, ils savent où il est, ils y vont, ils le retrouvent. Donc ils envoient un petit sous-marin nucléaire qui le trouve par 5000 mètres de profondeur. La coque s'est brisée en deux et ils gisent comme ça à 5000 mètres de profondeur. C'est super profond, c'est dans l'océan Pacifique. Et à l'époque, même maintenant d'ailleurs, c'est impossible d'aller chercher un sous-marin à cette profondeur-là. C'est dans les années 2000, il y a quelques années, ils ont essayé un sous-marin russe aussi. Encore. Ils ont essayé de le faire sortir alors qu'il était à quelques 100 et quelques mètres. Ça a été une galère pas possible. Donc, vous imaginez à l'époque 5000 mètres. C'était un vrai défi dans les années 2020 de sortir un sous-marin à 100 mètres de profondeur. Et à l'époque, en 1968, le projet, le repêchage a été en 1970, mais ils sont allés chercher à 5000 mètres de profondeur. Alors, avant de rentrer dans les détails sur ce projet de repêchage, un petit mot sur SOSUS. C'est un système qui existe encore. Il a été plus ou moins abandonné après l'effondrement de l'URSS. Aujourd'hui, il est réactivé parce que c'est les Chinois qui ont pris le relais quelque part, donc la marine chinoise existe. Les Américains ont réactivé ce système avec plus des balises jetables qui sont abandonnées parce qu'en fait, évidemment, les Russes, après ça, ils en ont détruit pas mal quand même de ces balises-là. Et puis, il n'y en avait plus besoin parce qu'en plus, l'URSS n'existait plus. Enfin, il était complètement à la dérive. Et donc, il y a des balises qui ont été démantelées. Il y en a d'autres qui ont été offertes à des biologistes pour étudier, par exemple, le chant des baleines, ce genre de choses. Mais c'est un projet qui a continué d'évoluer. Il existe encore aujourd'hui pour surveiller les Chinois, par exemple.
Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement des États-Unis en 1968, 1969 et plus précisément en 1970? Le gouvernement américain se dit, ça serait quand même bien si on pouvait récupérer des informations sur ce sous-marin. On sait où il est, les Russes ne savent pas où il est, les Soviétiques ne savent pas où il est, nous on le sait. Et donc la CIA monte un projet complètement secret qui s'appelle Azorian. A-Z-O-R-I-A-N. Le projet Azorian, il consiste en quoi? À construire un vaisseau absolument énorme, civil, qui n'a rien à voir avec les militaires, rien à voir avec la CIA, qui fait 189 mètres de long. Énorme. Pour l'époque, c'était énorme, avec un bassin gigantesque au centre. Vous imaginez un anneau avec un bassin gigantesque, on a d'ailleurs des représentations. Si on peut retrouver. Enfin, c'est des vues d'artistes, mais c'est des vues d'artistes. Donc ce projet Azorian, ce bâtiment énorme, qui va en fait être une couverture. En gros, ça ressemble à ça, quoi. Ouais. Enfin, c'est une vue d'artiste qui représente en fait un anneau flottant, avec au centre une partie qui donne accès à la mer, qui est complètement occultée par un dôme. Hein, ça, on ne peut pas voir que c'est un anneau. Et puis en fait, c'est une grue géante, une sorte de pont roulant, enfin pas de pont flottant comme dans les usines géantes, et avec des pinces qui vont descendre un palonnier au fond de l'eau, avec des câbles qui vont descendre un palonnier au fond de l'eau avec des énormes pinces pour venir chercher les deux morceaux du sous-marin, parce que le sous-marin est cassé en deux. Alors, pour donner des idées de chiffres, les moteurs sont capables de déplacer 50 tonnes, le châssis avec la double pince géante pèse 2000 tonnes, les tuyaux qui permettent de descendre tout ça pèsent 2000 tonnes, et la masse du demi-sous-marin est estimée à 4000 tonnes. Ils estimaient 4000 tonnes d'être obligés de remonter tout ça. À 5000 mètres de profondeur. À 5000 mètres. Et il y a 4 pieds extensibles aussi qui permettaient de stabiliser la station au fond de l'océan. Imaginez, c'est 5 km au fond de l'eau. C'est énorme. Donc là, on comprend pourquoi ça a coûté 2 fois plus cher que d'aller sur la Lune. C'est ça. On comprend pourquoi ça a coûté 5 milliards de l'époque, 50 milliards d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, quand même, c'est difficile. Vous imaginez la CIA, ils ont dans leur poche, là, l'équivalent de 50 milliards de dollars d'aujourd'hui, qu'ils vont utiliser comme ça, sans que personne soit au courant, en fait, sans que personne sache qu'est-ce qui se passe. C'est les Soviétiques qui les espionnent ne savent pas, la population, le public au niveau mondial ne savent pas ce qui se passe, même les Américains ne savent pas ce qui se passe. Vous imaginez au Congrès, tout ça, les chambres des représentants ne savent pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé une grosse couverture. Ils ont utilisé une grosse couverture, ils se sont dit on va aller pêcher du manganèse au fond de l'océan. C'est ça. Le manganèse, il existe sous forme de nodules au fond de l'océan, donc en gros, il faut aller ratisser le fond de l'océan pour aller récupérer des métaux qui sont difficiles à trouver sous forme de mines, et notamment du manganèse. Donc ils se sont dit, on va monter, c'est pas une communication, mais pour ceux qui vont se demander à quoi ça sert, en fait ça sert à aller chercher des nodules de manganèse au fond de l'océan. Pour 5 milliards. Hein. Malgré tout, ce n'est pas une petite entreprise du coin, c'est même pas la CIA qui va chercher du manganèse, donc il a fallu trouver des entreprises qui soient complices de cette opération, complices sans trop le savoir, parce que c'est comme ultra secret. Et qui soient vraiment, on va dire, extravagants, parce que c'est des montants énormes, et puis aussi que quelque part, ils sont tellement, la couverture doit être tellement énorme et tellement bizarre que ça va faire un gros écran de fumée, et que donc cet énorme complot, parce que là on peut parler d'un complot, soit complètement caché. Et donc là ils utilisent Howard Hughes, vous le connaissez peut-être, c'est un milliardaire. Ouais, Howard Hughes. Alors en fait oui, parce que pour ceux qui allaient gratter, qui allaient fouiller et qui allaient étudier le système, ils vont se dire mais c'est n'importe quoi. Donc il fallait prendre quelqu'un qui avait des milliards à disposition et qui faisait n'importe quoi. Et à l'époque, la figure la personne qui était très excentrique, on va dire. C'était Howard Hughes. Howard Hughes, vous le connaissez probablement, enfin peut-être, en tout cas ça dépend. Nous on le prononce à la française. Donc, voilà. Si vous êtes un petit peu plus vieux que nous, vous vous rappelez peut-être de téléfilms ou de séries début des années 80 qui racontaient sa vie. C'était un milliardaire qui d'ailleurs avait hérité très jeune d'une fortune familiale et d'une entreprise de matériel minier, donc c'était logique qu'il aille faire aussi de manganèse. C'était cohérent. Ça a été aussi un fabricant d'avions. Il a fait le plus gros avion du monde qui a volé qu'une seule fois, qui a coûté extrêmement cher. Ouais. Il a fait beaucoup de films aussi, il a été producteur de cinéma, il a fait énormément de films. Donc c'est quelqu'un de très très connu, et à la fin de sa vie, il est connu aussi parce qu'il a passé 8 ans reclus dans un hôtel particulier, à se laisser pousser les ongles, les cheveux. On peut faire voir les photos, parce qu'on va vous faire voir les photos de quand il était jeune, et puis quand il était reclus, qu'en fait il était dans son hôtel, il voulait plus sortir, alors fais voir quand il était jeune, parce que c'était un beau gosse quand il était jeune. Voilà, c'était quelqu'un un gars du cinéma, un beau gosse, voilà. D'ailleurs lui-même se décrivait comme étant un homme à femme. Et puis, ça, c'est à la fin de sa vie. Il pesait 40 kilos. Je ne sais pas si ça se voit. Il faut peut-être rapprocher encore l'écran. Vous voyez voilà, on voit. En fait, on dirait une sorte de gourou de secte. Alors, il a plein de cheveux tout, la barbe très longue et puis les ongles, comme ça, parce qu'il ne se coupait plus les ongles. Et puis, il a les pieds dans des sortes de boîtes de mouchoirs, parce qu'en fait, il était germophobe. Il avait peur de toutes les maladies. Il ne voulait plus sortir. Hein. Il sortait plus de chez lui. Il respirait à travers des mouchoirs en papier. Tu as une autre photo de quand il est vieux aussi. J'en ai une autre, là. Ouais.
Là, celle-là. Il est vraiment... Et il pèse 40 kilos. Voilà. Voilà. Bon. Si Très ça vous spécial. intéresse, vous cherchez Howard Howard Hughes. Hughes. H-U-G-U-E-S. Ouais. Et ce gars-là, en fait, sur la fin de sa vie, il était complètement excentrique. C'était vraiment la couverture idéale pour aller faire un projet complètement de n'importe quoi. Alors, il n'était pas au courant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les autorités sont venues le voir. Ils lui ont présenté ce projet de forage, de minage. Il lui a dit « Ah ouais, ça m'intéresse. Mettez mon nom, pourquoi pas ?» Mais sa société a été utilisée par la CIA pour blanchir ces 5 milliards de dollars de l'époque. C'est 50 milliards d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que... Mais lui, il n'était pas au courant. Il ne savait pas du tout que c'était pour aller chercher un sous-marin soviétique. Ouais. Mais son image était tellement excentrique, ils ont même donné le nom de cet énorme bateau qui avait coûté super cher. Ils lui ont donné son nom, ça s'appelle Hugh Glomar Explorer. Voilà, c'est le Hugh Glomar Explorer qui était ce projet absolument énorme, faramineux, qui était complètement secret. Et lui, il a fait une sorte d'écran de fumée. Donc voilà, pour vous dire que ce personnage qui était vraiment très haut en couleur a servi de camouflage. Donc plusieurs années plus tard, ce bateau spécial, il est prêt. Il y a un dôme qui couvre la partie centrale pour pas qu'on voit les équipements, pour pas qu'on voit ces énormes grues qui sont destinées à aller repêcher un sous-marin. Et le jour J, il part en mer. Jour J, avant de partir, ce qui se passe, c'est qu'en fait la CIA prend toute l'équipe qui avait fait les tests et qui était prête à partir, qui devait partir, il les enlève, il les licencie, il leur dit non merci. Il change l'équipage complet, à 100%, avec que des gars qui sont validés par la CIA et qui vont... Rien dire. Rien dire. Ils se rendent au point de forage, entre guillemets, pour aller chercher leur manganèse. Alors c'est en longitude 180, c'est-à-dire carrément sur la ligne de changement de jour. 40 degrés de latitude, 180 degrés de longitude. Ils se mettent en position et ils lancent les opérations. Le 4 juillet 1974, ils arrivent à choper le sous-marin. Les deux pinces descendent au fond de la mer. Elles chopent le sous-marin, les deux morceaux du sous-marin, et elles commencent à remonter. Très lourd. Très très lourd. Il a déjà passé plusieurs années sous l'eau, donc il est détérioré. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une des parties qui prend du jeu, qui bouge beaucoup dans la pince, jusqu'à casser la pince. Une pince s'ouvre et la partie intéressante retombe. Soi-disant. En tout cas, c'est la version officielle après les fuites qui fait qu'aujourd'hui on est au courant. Il remonte une partie, et dans cette partie... il y a 6 cadavres. Il y a 6 cadavres, plein de vodka. Enfin bon, c'est la façon de le dire, mais en gros, il y a la partie pas intéressante. Le reste est perdu. Tout ce qui est ogive nucléaire et tout ce qui est code militaire est perdu, soi-disant, selon les données qui ont fuité et qui ont été publiées plus tard dans le Los Angeles Times. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des données qui ont fuité, oui, c'est vrai, on a fait ça, mais on n'est pas arrivé à récupérer. Et donc, les soviétiques disent, plusieurs années plus tard, ok, d'accord, mais là, vous arrêtez tout, hein, parce que sinon, on fait la guerre. Donc, vous arrêtez de vouloir aller chercher les trucs au fond. Tant pis, ça reste au fond. Il semblerait que, d'après la légende, ils ne sont pas arrivés à remonter les trucs. Mais bon, encore une fois, ça fait partie du complot. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces informations, elles ont été ensuite relâchées, divulguées après une fuite. C'est-à-dire qu'on leur a dit, maintenant, les journalistes ont dit, on sait que vous avez fait quelque chose, il y a des gens chez vous qui ont parlé, peut-être une secrétaire, peut-être un technicien, on ne sait pas exactement. Bref, on sait que vous avez fait ce projet, on sait que vous avez menti à tout le monde, on sait que vous avez essayé de repêcher un sous-marin, et là, la CIA dit, ok, oui, c'est vrai, on a fait ça, mais en fait, ça n'a pas marché. Voilà, c'est ça l'histoire. À l'époque, c'était tendu, c'était la guerre froide, c'était Brejnev qui pilotait l'URSS, c'était le moment où la Tchécoslovaquie avait été envahie, c'était quand même un moment qui était tendu entre les Américains et les Russes, donc ils y allaient doucement quand même. D'autant plus que le Kremlin, Brejnev, il l'a appris dans la presse. C'est-à-dire qu'il l'a appris en même temps que les Américains en disant comment ça, vous avez repêché un sous-marin à nous, quoi. Ouais, et surtout qu'ils le cherchaient, qu'il était important à leurs yeux. Ensuite, après ça, le Hugh Glomar Explorer fait quelques missions de forage histoire de continuer à faire cette mission de couverture. Et en 2015, il est démonté en Chine. Mais tout ça pour vous dire que c'est un énorme complot au sens réel du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'énorme qui a été caché, qui a été camouflé derrière quelque chose d'énorme. Il disait que c'était complètement excentrique de mettre autant d'argent dans la recherche de manganèse, mais que c'était expliqué parce que c'était sous couvert d'un milliardaire excentrique. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était des sommes gigantesques à l'époque, et ça a été fait, et ça a été secret, et ça a été caché, et caché comme il faut. C'est pour ça que nous on aime bien ce genre d'histoire, parce que les complots, ça existe. Les vrais complots, ça existe. Et en fait, ils sont ridicules, ils sont improbables, incroyables. C'est complètement ridicule d'y croire jusqu'au moment où c'est avéré, quoi. Donc, il y en a encore aujourd'hui des trucs comme ça. Des choses qui sont appuyées par les gouvernements, qui ne sont pas des grosses entreprises, auxquelles personne ne va croire.
et qui pour autant, d'ici quelques années, vont être divulgués, et en ce moment, on se dira, bah mince, on s'est quand même bien fait avoir, pourtant c'était énorme, quoi. C'est peut-être même qu'à l'époque, il devait se moquer d'Howard Hughes en disant mais qu'est-ce qu'il fait lui, il met des milliards pour aller chercher du manganèse au fond de l'eau à une profondeur aussi importante, c'est n'importe quoi. On sait pas, mais bon, à l'époque, c'était les gens rigolaient, quoi. Pourtant, ça existe. Les vrais complots, ça existe. Il y a pas, bien sûr. Alors ceux qui veulent pas qu'on y croie, ceux qui veulent pas qu'on se méfie, ils vont faire un amalgame avec les plateux, enfin les gens qui croient que la Terre est plate, et puis d'autres choses complètement ridicules histoire de dire voilà, dès qu'on met en doute quelque chose de bizarre, on fait un amalgame avec des gens qui croient à des trucs ridicules. Tu sais, ça me fait penser d'ailleurs à ce gars-là qui avait travaillé dans la zone 51. Bob Lazar. Ouais. Bob Lazar. Bah, en fait, il avait été tourné en ridicule aussi, et les gens se sont moqués de lui, et aujourd'hui, bah, il a pratiquement tout perdu, il est un peu pauvre dans sa cabane. Aujourd'hui, alors qu'en fait, il a divulgué des choses sur la zone 51. Ils ont effacé tout son historique universitaire, il était chercheur dans une grande université, dans des grands laboratoires, et aujourd'hui, il se retrouve, maintenant, il en est à réparer des télévisions. Ouais. Ils lui ont effacé tout son passé, ils en ont fait quelque chose de... Un paria, quelqu'un de voilà. Faut pas écouter, ils disent, ne le croyez pas, il est ridicule. Alors qu'en fait, bah, il est censé avoir travaillé dans la zone 51. Peut-être, voilà. Peut-être. En tout cas, on y croit. Ouais. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, ça nous intéresse de savoir comment vous réagissez par rapport à ça. Nous, en tout cas, on trouve ça vraiment intéressant. Ouais. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.